Le texte que vous m'avez demandé de traiter aujourd'hui est un extrait du Gargantua de Rabelais, un roman publié en 1534, dans lequel Rabelais va mettre en scène précisément Gargantua, un géant dont il va nous décrire l'éducation et les aventures qui le mèneront à succéder à son père, Grand Gousier, à la tête du royaume des papillons. Ici, nous avons un extrait du chapitre 11 intitulé « De la jeunesse de Gargantua », dans lequel précisément le narrateur, Alcofribas Nazier, va nous décrire par le menu l'ensemble des actions que fait le jeune Gargantua entre ses 3 et ses 5 ans. Je passe ainsi à la lecture du texte. Gargantua fut élevé et éduqué, de l'âge de 3 ans à l'âge de 5 ans, dans toutes les disciplines qu'il convient, sur l'ordre de son père, et il passa ce temps-là comme les petits enfants du pays, c'est-à-dire à boire, manger et dormir, manger, dormir et boire, à dormir, boire et manger. Il se vautrait toujours dans la fange, se mâchurait le nez, se barbouillait la figure, éculait ses souliers, bâillait souvent aux mouches et courait volontiers après les papillons sur lesquels son père avait tous les pouvoirs. Il est intéressant de noter qu'à travers la description de ces actions, nous apparaît le ridicule de ces mêmes actions. Comme si, à travers la description, naissait finalement un nouveau plaisir, celui d'utiliser des mots grossiers pour décrire tout simplement des actions parfaitement normales chez un enfant. Cependant, le paragraphe introductif explicite qu'il s'agit bel et bien d'éducation. Nous pouvons donc nous demander en quoi cette description amusante révèle un chemin naturel vers le savoir. Pour traiter cette question, je diviserai mon texte en 3 parties. Une première de la ligne 1 à 4, dans lequel nous aurons l'énoncé des principes éducatifs que Grand Gousier préconise pour son fils. Ensuite, notre deuxième partie sera constituée du deuxième paragraphe de la ligne 5 à 25, dans lequel nous aurons la liste détaillée des actions quotidiennes du jeune Gargantua. Et enfin, ma troisième partie sera constituée du dernier paragraphe, dans lequel nous aurons un focus un petit peu plus spécifique sur sa relation avec les servantes de la ligne 26 à 32. Je commence ainsi le commentaire. Le texte commence par une petite introduction dans laquelle va nous être annoncé l'objectif du chapitre. Il s'agit de décrire les actions de Gargantua entre l'âge de 3 ans et l'âge de 5 ans. Ces actions étant assimilées à une éducation naturelle préconisée par son père, Grand Gousier, il est éduqué dans toutes les disciplines qu'il convient sur l'ordre de son père. Cette éducation naturelle va se voir, là encore, à travers la comparaison, comme les petits enfants du pays. Finalement, même si son père est roi, eh bien, il est éduqué comme tous les autres enfants, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'il veut. Et c'est en cela que l'on peut bien parler d'une éducation naturelle. Les disciplines qui sont évoquées à la ligne 2 sont explicitées à travers la locution « c'est-à-dire » dans la fin du paragraphe « boire, manger, dormir, boire, dormir, boire, manger ». Il est intéressant de noter qu'à travers cette répétition, évidemment, nous allons avoir un effet de redondance qui amène le caractère drôlatique de l'extrait, mais ces 3 verbes à l'infinitif ne sont pas mélangés au hasard, mais cette répétition procède d'un décalage logique. L'élément 1, 2 et 3, boire, manger et dormir, ne changent jamais de place, ils changent simplement d'ordre. On a 1, 2, 3, puis 2, 3, 1, puis 3, 1, 2. En réalité, à travers cet effet de répétition, c'est précisément l'acquisition progressive d'une logique chronologique qui va se faire jour, logique chronologique que le petit Gargantua va acquérir progressivement entre ses 3 et ses 5 ans. Il s'agit tout simplement de l'apprentissage de la notion du temps. Je passe ainsi à ma deuxième partie, une partie extrêmement longue qui est constituée d'une liste qui semble infinie, la liste étant un des stylèmes spécifiques de Rabelais. À travers cette liste va se dégager un certain nombre, là encore, d'apprentissages progressifs que va faire le jeune Gargantua. On notera que cet apprentissage se fait par la répétition, puisque l'intégralité des verbes de la liste est conjuguée à l'imparfait qui possède une valeur itérative, c'est-à-dire qu'il désigne une habitude. Ce sont des actions qui sont répétées dans le temps, toujours entre ces 3 et ces 5 ans.
Alors, le premier apprentissage qu'il fait, c'est précisément l'apprentissage de l'usage de son corps. On va avoir une progression dans la phrase du moment où il se vautre, c'est-à-dire où il rampe par terre, au moment où il court, c'est-à-dire où il se déplace sur ses pieds. C'est donc l'apprentissage progressif de la marche qui nous est dévoilé ici. Ce qui va se confirmer par l'élément qui est au centre de l'énumération, à savoir éculer ses souliers, c'est-à-dire user ses chaussures. Un élément intéressant ici et qui va annoncer la dynamique de la longue liste qui suit, c'est l'expression « bâiller souvent aux mouches », qui va souligner ici par le décalage qui est fait avec l'expression habituellement consacrée « bâiller aux corneilles », qui annonce donc ce décalage entre les expressions habituellement utilisées au sens figuré qui vont être ici réutilisées, mais dans un contexte de sens propre. Et c'est précisément la seconde dynamique qu'il s'agira de voir ici, puisque cette longue liste commence précisément par des éléments de saleté. Pisser sur ses souliers, chier dans sa chemise, se moucher dans ses manches, morver dans sa soupe. À travers ces expressions, qui sont drôles puisqu'elles mobilisent évidemment un champ lexical extrêmement grossier, pisser, chier, morver, ce qui nous est décrit, c'est le point de départ de ce petit enfant qui, simplement, ne connaît pas encore la propreté. Et c'est précisément cet apprentissage de la propreté qui va se faire progressivement à travers l'immense énumération de ces actions suivantes. Puisque en réalité, lorsqu'on y regarde dans le détail, il va s'agir, dans la majorité de ces expressions, d'accéder progressivement à un sens propre, justement. On retrouve la même mécanique que bâiller aux mouches avec s'asseyer le cul à terre entre deux selles, avec l'expression avoir le cul entre deux chaises ou entre deux selles, qui est resémantisée de manière paradoxale et donc drôle, avec l'ajout de le cul à terre entre deux selles, puisque on ne peut pas être à la fois assis par terre et assis entre deux chaises. Ce processus de resémantisation, au sens propre, va se confirmer par la suite, retourner à ses moutons, mettre la charrue avant les vœux, tirer les vers du nez, trop embrasser et traîner peu, céder du terrain, compter sans son hôte, croyait que les vessies étaient des lanternes, sauter du coq à l'âne, faisait des vertes et des pas mûres, faisait des nécessités vertus, se souciait aussi peu des pelés que des tondus, etc. Tout ça, ce sont des expressions qui, normalement, sont des expressions lexicalisées et donc doivent être compris au sens figuré, mais en réalité, ici, c'est ce que fait Gargantua, c'est de prendre ces expressions au sens propre. Lorsqu'il retourne à ses moutons, il retourne effectivement à ses moutons. Lorsqu'il tire les vers du nez, il se mouche effectivement. Et lorsqu'il croit que les vessies sont des lanternes, c'est effectivement ce qu'il croit. En réalité, ici, à travers cette resémantisation au sens propre, ce qui nous est donné, c'est deux choses. Premièrement, c'est que l'acquisition du sens figuré est une démarche progressive. Ce qui nous est dit en réalité, c'est qu'il va accéder progressivement au sens figuré et donc progressivement au langage. Et le deuxième élément, c'est précisément cette acquisition du sens propre que l'on va confirmer avec la dernière phrase. Donc il leur soufflait au cul, il lui léchait les babines. Forcément, si il souffle dans le cul des chiens, ces babines sont sales et du coup les chiens vont les lui laver en les lui léchant. Il est intéressant de voir qu'à travers la dynamique de la liste, en réalité, ce qui nous est signifié, c'est précisément cet apprentissage naturel de la propreté. L'apprentissage du temps, qui était évoqué déjà une première fois dans la première partie, va ici se voir confirmé à travers la répétition et la modification de deux expressions. On a ligne 12-13, buvez en mangeant sa soupe et mangez sa foisse sans pain, qui va devenir à la ligne 21, faisait sa soupe de tel pain. De la même manière, écorcher le renard, ligne 14, va se repréciser, ligne 22, écorcher le renard tous les matins. On a donc cette idée de progression dans l'apprentissage du temps, puisqu'il y a le retour du même, mais le retour du même précisé. Et on a une expression temporelle, tous les matins, qui montre que la compréhension du concept de temps est acquise. Enfin, tout ce processus d'apprentissage naturel va se faire précisément par un jeu sur le langage, comme nous l'avons montré, mais qui va être thématisé dans la narration même, avec les jeux que fait Gargantua avec les petits chiens, desquels il ne se différencie pour l'instant pas vraiment, puisqu'il n'a pas encore exactement la parole, il n'est pas encore tout à fait un humain, il est encore au stade animal en quelque sorte, et c'est pour ça qu'il y a cette indistinction avec les animaux,
mais qui lui permet de jouer avec eux. Il leur mordait les oreilles, il lui égratignait le nez, on imagine ces petits animaux qui jouent à la bagarre et qui, en jouant à la bagarre, finalement, apprennent à se battre pour de vrai. Je passe ainsi à ma troisième et dernière partie. Il y a une prise à partie du lecteur à travers la question et l'exclamation. Vous savez quoi, mes gars, que le mal du tonneau vous fasse tituber. Ici, il y a une référence à l'enivrement potentiel, enivrement du langage, mais aussi enivrement réel, puisque on pourrait halluciner finalement de ce dernier apprentissage. Ce petit paillard pelotait toujours ses gouvernantes, sans dessus-dessous, sans devant-derrière. Et là encore, extrêmement intéressant de voir que l'expression traditionnelle, c'est sens dessus-dessous et sens devant-derrière. Ici, il s'agit véritablement du sens, ce qui viendra confirmer que l'enjeu du texte est l'acquisition du langage, l'acquisition de la signification. Ce dernier apprentissage, c'est l'apprentissage de la sexualité, ou en tout cas de la différence sexuelle, puisqu'il s'agit d'exercer sa braguette, et donc par métonymie, son sexe masculin. Métonymie qui va venir se confirmer avec la dernière partie de la phrase, lorsque les gouvernantes passent leur temps à la faire revenir entre leurs mains comme un bâton d'onguent, quand elles levaient les oreilles, etc. Donc, à travers cette métonymie, on va venir voir l'acquisition progressive de la sexualité, et on pourrait rapprocher cet apprentissage-là de ce que Freud théorisera plus tard à travers l'idée du stade phallique, qui est précisément entre 3 et 7 ans, et qui suit ce que Freud appelait justement le stade anal, que l'on a juste avant à travers cet apprentissage progressif de la propreté. À travers ce dernier paragraphe, finalement, il s'agirait ici de décrire le développement psychosexuel progressif du personnage. Et à travers ce développement-là, une acquisition naturelle du concept d'individu par distinction. Il était jusque-là comme les petits-enfants du pays, c'est-à-dire indifférencié. Il jouait avec les chiens comme s'il en était un, indifférencié, mais à partir de ce moment-là, il va devenir différent, en tout cas il est différent de ses gouvernantes, et il est intéressant de voir, pour terminer, que ces apprentissages procèdent toujours du jeu et du rire, puisque c'est sur ce rire, le rire des gouvernantes, que l'extrait s'achève. En quoi cette description amusante révèle-t-elle un cheminement naturel vers le savoir ? Alors tout d'abord, nous avons la description d'une acquisition progressive d'un certain nombre de connaissances, c'est-à-dire un certain nombre de savoirs assimilés à soi, un certain nombre de connaissances donc, comme notamment la notion de temps, le langage, la propreté et la sexualité, qui va être intégrée finalement à ce que théorisera Freud dans sa dynamique de développement psychosexuel de l'enfant. Mais le fait massif qui va véritablement lier le comique et l'apprentissage dans ce texte, c'est précisément cette description des actions de l'enfant, puisque va procéder à travers cette liste un certain plaisir décomplexé du langage qui va mobiliser évidemment des termes grossiers, mais qui vont être utilisés vraiment pour signifier la saleté entre guillemets, de l'enfant, et à travers la liste drôlatique qui suit, et qui resémantise les expressions figurées au sens propre, il va s'agir de manifester dans le langage, dans l'écriture elle-même, précisément cet apprentissage de la propreté. Ainsi, ce que le texte met en scène, c'est la distinction progressive de l'enfant qui accède petit à petit à une conscience de lui-même à travers les notions de temps, de propreté et de sexualité, mais avant tout à travers la notion du langage qui est conçu comme le propre de l'homme. Je passe ainsi à la question de grammaire. Vous m'avez demandé de traiter de la construction de l'interrogation à la ligne 26. L'interrogation est la suivante, et vous savez quoi, mes gars ? Ici, il s'agit d'une interrogation directe, comme nous pouvons le voir avec le point d'interrogation. Ce point d'interrogation va venir être le marqueur, la preuve qu'il ne s'agit pas d'une interrogation indirecte. Pour ce qui est du niveau de langue, nous pouvons repérer un niveau de langue plutôt familier que nous pouvons prouver avec ce que révèle l'absence d'interversion sujet-verbe. Vous savez quoi ? Alors que normalement, une interrogation directe, de discours courant voire soutenu, devrait procéder à cette interversion. Nous aurions « et savez-vous quoi ?» L'apostrophe « méga » va venir confirmer ici le niveau de langue familier qui est mobilisé dans cette interrogation. Simplement, cette interrogation directe n'est pas, à proprement parler, intégrée à un discours direct. Pour la simple et bonne raison qu'ici, il n'y a pas de distinction nette, qui se ferait par le biais de guillemets, notamment,
de ce qui appartient à la narration et ce qui appartient au discours. Ainsi, il faudrait interpréter ici cette interrogation comme faisant partie de ce qu'on appellerait un discours indirect libre, ou en tout cas un discours de narrateur qui serait adressé au lecteur. Ici, on a une prise à partie véritablement du lecteur qui se fait à travers cette interrogation directe.